corriger dans la Bollicée, et je vous donnerai un exercice, enfin un sujet de bac qui n'est pas corrigé dans la Bollicée, et donc on travaillera cette semaine. Voilà, donc on aborde donc l'exercice sur la télévision numérique. Donc normalement, vous l'avez sur l'écran. Donc c'est le fichier que je vous ai envoyé. Voilà. Donc on nous explique la télévision HD et l'Ultra HD, donc les deux types de télévision qui maintenant deviennent de plus en plus courantes, on va dire modernes. Voilà, donc on nous précise que le format HD 1080i 25, ça veut dire que vous avez 1080 lignes de 1920 pixels et 25 images par seconde. Et si vous avez le format 1080p 50, et là, bah, vous avez 50 images par seconde, toujours sur 1080 lignes. Voilà, alors on va commencer, on va regarder la première question. Alors vous avez des relations, ici, où on nous dit l'atténuation. Alors l'atténuation, cette formule, vous voyez dans les données en bas de la page, l'atténuation, la formule est donnée dans le cours. Normalement, elle est rappelée au bac, parce que ceux qui vont aller au rattrapage, vous allez donc normalement passer 20 minutes de préparation et 20 minutes de présentation. Il y aura un petit exercice de physique, un petit exercice de chimie, et je précise qu'il s'agit, si c'est dans la forme qu'on connaît des autres années, qu'il s'agit d'un oral, c'est-à-dire normalement, nous, on n'a pas à noter l'écrit. Donc, je pense que ce type de formules sont données. Elles sont données dans le cours. Je conseillerais quand même de les apprendre, mais a priori, elles sont données et c'est bien donné dans le sujet de bac. Donc, on regarde ensemble la première question. On nous demande, on considère la transmission d'une information pour un signal de 800 MHz. Justifiez le choix de cette fréquence. Donc, vous avez un signal à transmettre sur de longues distances, puisque vous regardez la télévision, vous n'allez pas transmettre le signal sur 10 mètres. Donc, il y a plusieurs kilomètres à faire, voire dizaines de kilomètres à faire entre chaque émetteur. Donc, il ne faut pas que votre signal soit absorbé. Donc, on regarde ces 800 MHz. Donc, déjà, vous avez noté que la fréquence, 800 MHz, c'est 800 fois 10 à la puissance 6 Hz. Moi, je vous conseille de le symbole méga, de le changer et de mettre tout de suite 10 puissance 6. Je rappelle les préfixes, giga 10 puissance 9, méga 10 puissance 6, kilo 10 puissance 3, milli 10-3, micro 10-6, nano 10-9 et pico 10-12. S'il y a d'autres préfixes, normalement téra 10 puissance 12, mais ça, on va vous les donner, les autres préfixes. Mais ça, c'est vraiment les préfixes à connaître. Alors, justifier le choix de cette fréquence. Donc, on a juste au-dessus la figure de l'absorption des fréquences par l'atmosphère terrestre. Et puis, il ne faut évidemment pas que votre signal soit absorbé. Il s'agit d'une onde électromagnétique qui se propage donc à 3,0010 puissance 8 mètres par seconde. Donc, on va donc regarder la longueur d'onde. L'énoncé, en fait, vous demande, via cette question, de calculer la longueur d'onde du signal, puisque dans la courbe que vous avez d'opacité, on vous donne les longueurs d'onde. Donc, pour trouver lambda, eh ben, vous savez que C, c'est lambda F, et donc que lambda, c'est C sur F. Donc, vous écrivez donc lambda égale C sur F. Donc, c'est 3,00 fois 10 à la puissance 8, divisé par F, qui vaut donc 800 fois 10 à la puissance 6. Donc, 3,0010 puissance 8, divisé par 800 10 puissance 6. Donc, je répète, lambda égale C sur F, égale 3 10 puissance 8 divisé par 800 10 puissance 6. Donc, on voit à l'œil que ça fait 3 10 puissance 8 divisé par 8 10 puissance 8. Donc, autrement dit, ça fait 3 huitièmes. Et 3 huitièmes, ça vous donne 0,375 mètres. 0,375 mètres. Donc, votre longueur d'onde est de 0,375 mètres. Ce qui vous donne 37,5 cm. 37,5 cm. Alors, on regarde ici pour l'absorption à 37,5 cm. Donc, je me place évidemment, c'est une échelle logarithmique. Vous mettez entre 10 cm et 1 mètre. On va être à peu près à 37,5. Je vois que l'absorption est nulle. Donc, mon signal va pouvoir se propager sur des kilomètres et des kilomètres. Donc, le choix de cette fréquence, et bien cette fréquence, donc l'absorption est nulle d'après le graphique d'absorption des fréquences. Donc, à cette fréquence, l'absorption est nulle.
d'après le graphique d'absorption des fréquences. Alors ensuite, on nous dit, on constate que la réception reste possible même si l'émetteur relais n'est pas visible pour un observateur situé au niveau de l'antenne réceptrice. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous recevez votre signal, même si vous ne voyez pas votre antenne, même si vous ne voyez pas l'émetteur, hein, ce qui paraît logique. D'accord? Alors pourquoi c'est possible? Donc, eh bien, c'est à cause du phénomène de diffraction, puisqu'on nous dit expliquer comment cela est possible et justifier en faisant intervenir les dimensions des ouvertures des maisons. Et là, la question, on nous parle, donc il faut expliquer avec un phénomène qui fait intervenir la dimension, donc l'ouverture que vous avez entre les maisons. Et les phénomènes où il y a ce problème d'ouverture, il n'y en a que deux dans le cours, c'est diffraction et interférence. Or là, il n'y a qu'un seul signal, a priori, qu'on étudie. Évidemment, il ne faut pas qu'il y ait d'interférence, donc c'est évidemment de la diffraction. Donc, il faut commencer à parler de la diffraction. Voilà. Et on se dit, est-ce que la diffraction est possible pour cette onde électromagnétique? Alors là, on a un premier critère qui s'intéresse aux ondes mécaniques. On nous dit qu'on sait que les ondes mécaniques, elles vont subir un phénomène de diffraction si l'ordre de grandeur de la longueur d'onde, hein, et l'ordre de grandeur de l'ouverture n'est pas plus grand que l'ordre de grandeur de la longueur d'onde. On dit qu'il ne faut pas une ouverture trop grande. Il faut que l'ordre de grandeur de l'ouverture ne soit pas plus grand que l'ordre de grandeur de la longueur d'onde. Sinon, ça ne marche pas. Mais ça, c'est pour les ondes mécaniques. Ça ne marche pas pour les ondes électromagnétiques. Alors, si vous regardez un peu sur la Bolycée, il vous donne le critère de 100 lambda. En fait, ce critère-là, vous le trouvez nulle part. On sait que c'est nettement supérieur, mais ça dépend en fait si c'est des ondes radio, tout ça. Mais ça peut être 1000 lambda, voire 10 000 lambda, ça dépend des ondes électromagnétiques. Par contre, ce que vous, à votre niveau en TS, vous pouvez dire, c'est que vous savez qu'une fente à 100 micromètres, elle va sans problème pouvoir diffracter un faisceau de 650 nanomètres. Le laser rouge à 650 nanomètres, on a une fente à 100 micromètres, la diffraction est possible. Donc, si je regarde 100 micromètres par rapport à 800 nanomètres, ou 600 nanomètres, comme vous voulez, je vois bien que je suis nettement supérieur. D'accord? Donc, ça veut donc dire que si vous avez une longueur d'onde de 0,375 mètres, c'est-à-dire de 37,5 cm, vous pouvez imaginer qu'une ouverture d'une dizaine de mètres va sans problème pouvoir vous diffracter votre onde. Donc, on va maintenant rédiger le corrigé. Donc, on va noter donc pour les ondes lumineuses visibles, une diffraction avec une fente de 100 micromètres, est possible pour une longueur d'onde de 650 nanomètres. On peut donc, pour une onde électromagnétique, de longueur d'onde 0,375 mètres, de lambda, donc de longueur d'onde 0,375 nanomètres, de longueur d'onde 0,375 mètres, excusez-moi, c'est pas nanomètre, c'est mètre, de 0,375 mètres. Donc, on peut donc supposer, je ne sais plus ma phrase que j'ai faite, hein, c'est pas grave, on peut donc supposer que pour une onde de longueur d'onde 0,375 mètres, une diffraction est possible avec une ouverture d'une dizaine de mètres. Une diffraction est possible avec une ouverture d'une dizaine de mètres. Diffraction est possible avec une ouverture d'une dizaine de mètres.
Donc là, on a expliqué le phénomène. C'est pourquoi, donc maintenant on peut conclure, c'est pourquoi la réception est possible, même si l'émetteur relais n'est pas visible. C'est pourquoi la réception est possible, même si l'émetteur relais n'est pas possible. Alors maintenant, vous avez votre antenne relais, et on vous dit que tous les récepteurs à moins de 50 km de cette antenne doivent recevoir le signal à peu près en même temps. Alors on peut se douter que 50 km pour une onde électromagnétique, c'est rien. C'est fait très rapidement puisque la lumière se propage à 300 000 km par seconde. Donc on peut se douter que 50 km, c'est pas beaucoup, mais on va quand même faire le calcul. Donc pour faire le calcul, on va appliquer la formule classique de la vitesse. On va donc dire que C égale D divisé par delta T. C égale D divisé par delta T. Et donc delta T égale donc la distance divisée par C. Donc delta T égale D divisé par C. Alors là, les émetteurs, ils peuvent être à 100 mètres, enfin les récepteurs, ils peuvent être à 100 mètres de l'antenne comme à 50 km. Donc on va regarder l'écart maximal que vous pouvez avoir. Donc on va regarder, donc delta T, on va prendre 50 km. Donc 50 fois 10 à la puissance 3 divisé par 3,00 fois 10 à la puissance 8. Donc 50 10 puissance 3 divisé par 3,00 10 puissance 8, on fait le calcul, divisé par 3 10 puissance 8, et vous obtenez un temps delta T de 1,7 fois 10 puissance moins 4 secondes. Donc pour que ce soit parlant, ça fait un delta T de 0,17 millisecondes. Ça veut donc dire qu'entre un récepteur qui serait placé quasiment au pied de l'antenne et celui qui serait placé à 50 km, il y aura un écart dans la réception du signal de 0,17 millisecondes. C'est ça ce que ça veut dire. Donc 0,17 millisecondes, c'est évidemment excessivement faible, et donc vous ne pouvez pas, on peut considérer que c'est instantané. Voilà. Donc avez-vous compris ? Vous compris. Super Mathias, merci de me répondre. Merci Sophie de me répondre. Bon là, tout le monde m'entend bien, il n'y a pas de souci. Visiblement, j'ai pas. Tout a l'air de bien marcher. C'est super. Voilà, c'est super. Merci. Merci, merci. Donc voilà, je suis content que ça marche. J'ai bien galéré avec mes connexions, je suis content que ça marche. Alors maintenant, on va arriver à l'atténuation du signal. Bon, parce que je pense que les premières questions ne vous posent pas de problème. Les autres sont un peu plus subtiles. Alors tout d'abord, on nous demande d'attribuer les deux schémas à un type de signal, soit il est analogique, soit il est numérique. Alors je rappelle, c'est écrit dans la fiche courbe, que le signal analogique, c'est un signal continu, qui peut prendre n'importe quelle valeur entre deux valeurs limites, une valeur minimale et une valeur maximale. Clairement, le signal A est analogique. Il y a une infinité de valeurs entre deux bornes, une borne mini et une borne maxi, le signal est continu. Clairement, le signal B, clairement, merci Jeanne, très bien. Donc Jeanne, bonjour, vous venez d'arriver. Donc je vois clairement que pour le signal, bonjour Jeanne, donc je vois clairement que pour le signal B, il n'y a que deux valeurs possibles, puisque visiblement il y a un état haut et un état bas. D'accord? Donc je vois clairement que le signal B est discontinu. Donc c'est un signal numérique. Donc le A, il est analogique, le B, il est numérique. Donc le A, il est analogique parce qu'il est continu, le B, il est numérique parce qu'il est discontinu, il évolue par palier. Vous voyez, si vous tombez sur une question comme ça au rattrapage, tout de suite vous dites discontinu parce que ça évolue par palier, on a compris que vous avez compris que c'est un signal numérique. Et la A, donc c'est un signal continu. Alors on arrive maintenant à la question 2.2. On nous dit, on considère qu'au-dessus d'une puissance de 20 nanowatts, donc l'affichage par le téléviseur est satisfaisant. Et si vous n'avez plus 20 nanowatts, c'est peut-être ce que j'avais moi avant, votre signal ne sera pas satisfaisant, donc ça risque de couper ou vous aurez de mauvaises qualités d'image, bref. Donc il vous faut au moins 20 nanowatts. D'accord ? On nous dit que l'antenne est reliée au téléviseur par un câble coaxial, donc on nous donne des références, on nous dit que c'est un 17 VATC de classe A. OK.
On nous dit, est-ce qu'il me viendra à l'idée de prendre ce câble pour relier ma télé à l'antenne? D'accord? Donc, est-ce que c'est possible? À quelle distance maximale je vais pouvoir me mettre de mon antenne via ce câble pour avoir un signal correct sur la télé? Alors, je vais évidemment appliquer ici la formule qu'on nous donne sur l'atténuation. D'accord? On nous dit que alpha, donc c'est à la fin de la page 1, on vous dit que alpha, c'est le coefficient d'atténuation linéique. Donc, c'est en fait l'atténuation A divisée par L. D'accord? Et vous savez que l'atténuation A, c'est 10 log de P entrée sur le P de sortie. Ça, c'est les formules qui sont données à la fin de la page 1. Donc, vous, ce que vous voulez, c'est trouver L. Donc, quel est le L qui correspond à une atténuation suffisante pour avoir seulement 20 nanowatts. Donc, votre entrée, ici, votre sortie, c'est 20 nanowatts et votre entrée, c'est 100 nanowatts puisqu'on nous dit que l'antenne a une puissance de 100 nanowatts. Donc, je vois de la formule alpha égale A sur L. Je vois donc que L, c'est A sur alpha. Donc, je vois que comme A, c'est 10 log de P entrée sur P sortie, vous allez donc pouvoir noter que L, c'est A sur alpha. C'est donc 10 log de P entrée, on peut l'appeler PE, sur PS, divisé donc par le fameux alpha. Donc L, c'est A sur alpha, c'est 10 log de P entrée sur P sortie, divisé par alpha, évidemment. Donc j'en viens à une formule, hein, L, c'est 10 divisé par alpha log de PE sur PS. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer les lettres par les valeurs. On me donne le alpha. Alors le alpha, je remonte, on nous dit, il est sur l'autre page, donc je regarde l'autre page, je regarde où se trouve le alpha de mon câble. On me dit que c'est 0,17 décibels par mètre. Voilà, donc on regarde 0,17 décibels par mètre. Donc, alpha vaut donc 0,17, je suis bien dans l'unité du système international, donc il n'y a pas de souci. Donc je prends L égale 10 divisé par 0,17 log de 100 log, parenthèse, 100 sur 20. Alors, c'est 100 nanowatts sur 20 nanowatts. Je ne suis pas obligé de convertir parce que j'ai un rapport sans dimension. Donc, je peux écrire 100 sur 20. Donc, je répète. Donc, L, c'est 10 sur alpha, facteur de log de PE sur PS. Donc, c'est 10 divisé par 0,17 log de 100 divisé par 20. Autrement dit, log de 5. Et vous obtenez 41 mètres. Ça veut dire qu'au bout de 41 mètres, vous avez non plus 100 nanowatts, mais vous n'aurez plus que 20 nanowatts. Et au-delà de 41 mètres, eh bien, vous n'aurez plus assez de signal pour avoir une réception satisfaisante. Donc, la distance maximale que vous devez avoir entre votre antenne et votre téléviseur, c'est 41 mètres. Alors, 41 mètres, ça peut paraître beaucoup, mais si vous êtes à la campagne, par exemple, vous avez mis votre antenne sur une grange élevée, tout ça, et que votre téléviseur est dans un autre bâtiment d'habitation, vous pourriez avoir des surprises. 41 mètres, c'est pas si important que ça. Alors évidemment, pour des pavillons, on va dire classiques, en règle générale, il n'y a pas 10 mètres, 10-15 mètres entre votre antenne et votre téléviseur. Mais voilà, il faut toujours se méfier. Il ne faut pas non plus que votre téléviseur soit à la cave. Voilà. Sinon, vous pouvez acheter un câble avec moins d'atténuation, donc plus cher. Voilà. Donc, avez-vous compris cette deuxième petite partie de l'exercice? Super. Donc, maintenant, j'arrive au troisième. Troisième exercice. Merci. Je vois que vous avez compris. C'est parfait. Si vraiment il y a des choses qui vous dérangent, n'hésitez pas à intervenir. Je vous ai laissé les micros, donc vous pouvez même poser votre question ou sinon vous passez par le chat. Donc, maintenant, on arrive au débit et transmission donc d'une chaîne haute définition, d'une chaîne HD. Donc, on nous dit donc à la question 3.1,
on nous dit de donner en le justifiant le codage d'un pixel noir et d'un pixel blanc. Alors ça, c'est ce que je vous ai donné, j'espère que vous l'avez cherché. Attention, très dangereux là aussi pour l'oral. Ici, donc le pixel, on utilise le codage RVB, donc rouge, vert, bleu. 255, ça correspond à la couleur la plus étincelante. Donc par exemple, si vous voyez 255, pour le rouge, ça veut dire que vous avez un rouge écarlate. D'accord ? Si vous voyez 0, c'est que vous n'avez pas de rouge. Si vous avez 128, à peu près entre les deux, vous avez un rouge qu'on appellerait un rouge moyen. D'accord ? Donc, imaginons qu'avec le codage rouge, vert, bleu, je veux faire un joli jaune. Un jaune, voilà, assez étincelant. Donc, je vais prendre le maximum de rouge, 255. Je vais prendre le maximum de vert, 255, et je ne vais pas prendre de bleu. Donc, le jaune sera codé 255, 255, 0. Imaginons que je veuille faire du magenta, donc pour faire simple, du violet. Donc, pour faire du violet, il me faut du rouge et du bleu. Donc, je vais mettre 255, 0, 255. Voilà, ça, il faut bien l'avoir compris. Donc, je vous invite vraiment à regarder le petit TP que je vous ai donné parce qu'il résume bien ce qu'il faut savoir sur le codage, voilà, des pixels. Donc là, on nous dit de justifier le noir. Le noir, il ne faut pas de couleur. Donc, il faut 0, 0, 0. Et le blanc, il faut un maximum de rouge, un maximum de vert, un maximum de bleu, puisqu'en fait, le codage RVB utilise la synthèse additive des couleurs. Donc, comme le codage RVB utilise la synthèse additive des couleurs, il me faut, pour obtenir du blanc, vous l'avez appris en première, du rouge, du vert et du bleu. Donc, je prends le maximum de rouge, le maximum de vert, le maximum de bleu. Et donc, j'aurai un joli blanc. Alors maintenant, comment je fais un gris moyen ? Pour faire un gris moyen, il suffit que le rouge, le vert et le bleu aient exactement la même valeur. Par exemple, si je fais 128, 128, 128, j'aurai un gris moyen. Voilà. Donc, donnez-le en justifiant le codage d'un pixel noir. Donc, vous dites 0, 0, 0 parce que le noir correspond à l'absence des couleurs, rouge, vert et bleu. Et le pixel blanc, comme c'est de la synthèse additive, il vous faut le maximum de rouge, le maximum de vert et le maximum de bleu. Donc, 255, 255, 255. Voilà. Alors, j'arrive maintenant à la question 3.2. On nous dit de déterminer le débit nécessaire pour, ici, transmettre en haute définition. D'accord, les images en haute définition. Alors, tout d'abord, définition. Ici, qu'est-ce que c'est que le débit? Eh bien, c'est on va dire le nombre de données exprimées en bits ou en octets par seconde. Comme le débit d'un fleuve, c'est des mètres cubes par seconde. Le débit, un débit numérique, c'est des bits par seconde ou des octets par seconde. D'accord? Donc, il va falloir voir déjà combien j'ai d'octets à passer dans une seconde. On nous dit qu'on utilise le format haute définition HD 1080p 50 en bits par seconde. Alors, je rappelle que 1080p, ça veut dire que vous avez 1080 lignes et 1920, je crois, j'avais lu ça au début, colonnes. D'accord? Donc, autrement dit, une image, combien c'est de pixels? C'est 1080 fois 1920. Donc, 1080 lignes, 1920 colonnes. Donc, vous faites 1080 fois 1920, vous aurez le nombre de pixels pour une image. Le problème, c'est que dans le format, je n'ai pas évidemment une image par seconde, sinon votre film serait assez saccadé. J'ai 50 images par seconde. Donc, il faut que je fasse 1080 fois 1920 fois 50. Ça, c'est mon nombre d'images par seconde. Ça va me donner le nombre de pixels total. Mais un pixel est codé sur combien de bits? On nous dit 3 octets, donc ça fait 24 bits. Donc, il faut encore que je multiplie par 24 bits. Donc, je vois clairement que mon débit, qu'on va exprimer en bits par seconde, c'est 1080 fois 1920, c'est-à-dire le nombre de pixels que j'ai dans une image, fois 50 images, puisqu'il y a 50 images par seconde, fois 24. Pourquoi fois 24? Parce qu'un pixel est codé sur 24 bits. Je fais le calcul. Alors là, en fait, il n'y a pas de chiffre significatif souvent en informatique, parce que quand on vous dit 1080 sur 1920, c'est précis. On est sûr qu'il y a 1080 lignes et 1920 colonnes. Donc, il n'y a pas de chiffre significatif là-dessus, il n'y a pas de mesure, en fait. Les 50 images par seconde, on en est sûr, et codé sur 24 bits, on en est sûr aussi. Donc, à la limite, on pourrait écrire le chiffre avec 5, 6, 8 chiffres significatifs, mais évidemment, on va essayer d'écrire quelque chose de joli. Donc, on va écrire, par exemple, 2,49 fois 10 à la puissance 6, si vous faites le 10 à la puissance 9, excusez-moi, bits
par seconde. Donc, le débit, c'est 2,49 10 puissance 9 bits par seconde. Donc, autrement dit, ça fait 2,49 gigabits par seconde. Voilà. Donc, je répète le calcul. 1080 fois 1920, ça, c'est le nombre de pixels qu'il y a dans une image. Vous multipliez par 50 parce qu'il y a 50 images par seconde et par 24 parce que chaque pixel est codé sur 24 bits. Et vous arrivez à 2,49 fois 10 puissance 9 bits par seconde, c'est-à-dire 2,49 gigabits par seconde. C'est énorme. Je suis même pas sûr que la fibre, elle le fasse. Il faudrait qu'on voit les caractéristiques d'une fibre. Et on me dit ici que le canal, en fait, c'est 24 mégabits par seconde, la question 3.3. Donc, si vous pouvez transmettre que 24 mégabits par seconde, et qu'en plus vous avez 3 chaînes HD à mettre, vous n'y arriverez pas si une chaîne fait 2,49 gigabits par seconde. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut compresser les images. Je pense que vous connaissez plusieurs formats de compression. L'un des plus connus, c'est le JPEG. Donc, il faut compresser les images, sinon vous n'y arrivez pas. Donc, vous avez des logiciels qui vont vous permettre d'avoir moins d'informations à coder. Alors, comment ils procèdent? Il faut savoir que sur un codage, par exemple, à 24 bits, ça fait 256 couleurs pour le rouge, 256 couleurs pour le bleu, 256 couleurs pour le vert. Donc, ça nous fait plus de 16,7, 16,8 millions de couleurs. Votre œil ne peut pas différencier 16,7, 16,8 millions de couleurs. C'est pas possible. Donc, en fait, vous avez des logiciels qui, pour des pixels quasi similaires, assimilent ça, en fait, à la même couleur. Donc, ils vont vous dire, par exemple, sur 3 pixels d'affilée, sur cette ligne-là, vous avez ce codage-là. Et ça vous permet de réduire votre information. Et c'est comme ça qu'on arrive à compresser les images. C'est une des techniques possibles. Voilà. On a fini l'exercice. Donc, à la question 3.3, il faut répondre. Il faut compresser les images pour pouvoir permettre la transmission. Voilà. Parce que si vous ne le faites pas et que vous avez 249 gigabits par seconde pour un film, pour une chaîne, autrement dit 3 chaînes, il vous faudrait 2,5, 7,5 gigabits par seconde, vous n'y arrivez pas. Voilà. Donc, on a fini l'exercice. Des questions? Bon, donc c'est parfait. Donc, on va faire maintenant l'exercice suivant, un exercice un peu plus long sur 11 points que je voudrais finir aujourd'hui. Donc, c'est bon, on a 1 heure, on va pouvoir le faire sans problème. Alors, je rappelle que normalement, 11 points au bac, c'est 1h40 à peu près. Je rappelle que c'est 10 points, 1 point toutes les 10 minutes. Donc, on va prendre un autre exercice. L'autre exercice que je vous ai envoyé, c'est un exercice France métropolitaine. Donc, il est également corrigé dans la boxée. Vous retrouverez ça. Alors, je pense qu'aujourd'hui, je vais vous envoyer les corrigés ce soir de la séance là, mais j'aimerais bien que vous écoutiez bien tout ce que je raconte pour pouvoir d'autant plus comprendre le corrigé. Donc, c'est un exercice sur le casque anti-bruit. Donc, le casque anti-bruit, il est là. Donc, on y va. Voilà. Donc, c'est le casque anti-bruit. Voilà. Alors, comment ça fonctionne, en fait, un casque anti-bruit? Vous avez un micro qui va capter votre bruit et vous avez un système informatique, en fait, qui va vous recréer le bruit en opposition de phase. Ce qui fait que ça va injecter dans votre oreille, quasiment en simultané par rapport au moment où vous recevez le bruit, un autre bruit en opposition de phase par rapport au premier. Et donc, vous savez tous que si vous avez 2 ondes qui se superposent en opposition de phase, ça donne des interférences destructives. C'est comme ça que fonctionnent donc les casques anti-bruit qu'on appelle dynamiques. Alors, on nous pose la première question. On nous dit donc, là déjà au niveau des caractéristiques techniques, vous avez un casque qui visiblement est fait pour traiter des sons qui vont de 10 Hz à 25 000 Hz. 10 Hz à 25 000 Hz, on nous dit, est-ce que la réponse en fréquence du casque, c'est-à-dire est-ce que la réponse qu'il va vous donner, elle est adaptée à l'audition humaine? Eh bien oui, puisque de toute façon, on entend entre 20 Hz et 20 000 Hz. Donc lui, il peut traiter des sons entre 10 Hz et 25 000 Hz. Ça posera donc aucun souci. Donc, vous aurez sans problème possibilité donc de traiter tous les sons possibles, audibles pour l'oreille humaine. Donc, il est parfaitement adapté. Un casque qui ne serait pas adapté ou qui aurait par exemple des fonctions bien précises pour des sons graves,
il pourrait aller par exemple de 10 Hz à, pour faire simple, 2000 Hz. Là, il ne serait pas adapté pour tous les sons. Mais lui, il va de 10 Hz à 25 000 Hz, donc il est parfaitement adapté. Donc la première question, c'est oui, parce que le domaine de l'audible, c'est entre 20 Hz et 20 000 Hz. J'arrive ensuite à la deuxième question. Alors, je la cherche, donc on arrive à la page 2. Voilà. Alors là, vous avez donc 3 courbes. Donc le cas 1, vous voyez tout en haut, à 60, qui cumule grosso modo à 70 décibels, c'est le son que vous avez si vous faites rien. Ça, c'est ce qu'entend votre oreille. D'accord? Le cas 2, ici, c'est ce qu'entend votre oreille, mais vous lui avez juste mis il y a juste les oreillettes, on va dire, il y a juste des sortes de moufles, on va dire, devant les oreilles. Il n'y a pas de système dynamique. Simplement, vous avez mis les oreillettes devant vos oreilles et ça va absorber un peu de son. Donc ça, c'est le cas 2. Et le cas 3, c'est vous avez évidemment toujours les oreillettes, mais vous avez votre système anti-bruit, comme je vous l'ai entendu, avec les interférences destructives qui vont pouvoir être créées. D'accord? Donc, je vois clairement ici, donc le cas 1, je répète, pas de protection. Le cas 2, juste une protection des oreillettes. Donc, c'est comme si vous mettiez des moufles sur vos oreilles. Et le cas 3, vous avez un système dynamique plus les moufles, hein, toujours. Voilà. Et on nous demande, ici, identifier approximativement, donc toujours pareil, si on vous demande d'évaluer approximativement, on n'attend pas une grande précision, les domaines de fréquence pour lesquels les oreillettes seules sont efficaces pour la réduction du bruit ambiant. Alors, si on regarde ici, je m'aperçois par exemple, pour faire simple, entre 50 et 100 Hz. Je vois qu'entre 50 et 100 Hz, que j'ai des oreillettes ou que je ne mette rien, ça ne fait rien. Vous voyez, vous avez la même chose. Donc là, vous voyez clairement que les oreillettes ne sont pas efficaces. Par contre, entre 0 et 100 Hz, je vois que le casque anti-bruit, le système d'interférence destructive, là, c'est intéressant puisque vous avez perdu quand même une dizaine, voire une vingtaine de décibels. D'accord? Donc, il faut que je cherche un domaine, ici, où seules les oreillettes sont efficaces pour la réduction du bruit ambiant. Seules les oreillettes, hein, pas avec le système anti-bruit. Donc, je regarde que la courbe numéro 2, ici, croise la courbe numéro 3, à peu près pour... Alors, c'est une échelle logarithmique, donc je vois le 400, le trait suivant, c'est le 500, ensuite nous avons 600, 700, entre 700 et 800. Là, c'est pas très... Voilà, c'est pas très clair. Je vois clairement qu'entre 700 et 800, vous avez ici les deux courbes qui se croisent. Ici. Et je vois donc qu'à partir de, on va dire, de 700, hein, parce qu'on ne voit pas bien, 750, mais comme c'est approximativement, on va dire 700, à partir de 700 Hz, si je n'avais que les oreillettes, ben, j'aurais une bonne atténuation. Et je vois bien qu'à ce moment-là, le K3 ne sert plus à rien, le système anti-bruit, voire même me remet un peu de son. Vous voyez, entre jusqu'à quasiment 2000 Hz, c'est même moins performant. Donc, les oreillettes sont efficaces seules pour la réduction du bruit, et ben, elles sont efficaces seules entre 700 Hz et 20 000 Hz. J'espère que vous avez bien compris pourquoi je prends entre 700 Hz et 20 000 Hz, parce que je prends le domaine supérieur à 700 Hz. Voilà. Alors, ensuite, on nous demande, seul le dispositif actif est efficace pour la réduction du bruit ambiant. Alors, le dispositif actif, il est efficace seul, il ne faut pas que les oreillettes fonctionnent, soient également efficaces, puisque seul le dispositif actif est efficace. Donc, je vois qu'à partir de 200 Hz, les oreillettes commencent à être efficaces, puisque la courbe 2 descend sous la courbe 1 à partir de 200. Et je vois, alors là, après, on extrapole un peu, ça a l'air d'être entre 100 et 200, plutôt proche du 200 que du 100, mais c'est une échelle logarithmique. L'énoncé n'a pas donné les sous-graduations, donc on peut estimer à 170, 180 Hz. Donc jusqu'à 170, 180 Hz, donc entre 50, on va dire, et 180 Hz, vous pouvez considérer donc que votre dispositif actif seul est efficace. Donc, on va noter donc entre 50 et 180 Hz.
le dispositif donc actif seul est efficace. Et alors maintenant, on a le domaine intermédiaire, c'est-à-dire entre 180 et 700. Là, on a les deux dispositifs qui sont efficaces. Donc, je répète, entre 50 et, on va dire, 180 Hz, le dispositif actif est efficace. Au-dessus de 700 Hz, seules les oreillettes sont efficaces. Et entre les deux, entre 180 et 700, eh bien, les deux sont efficaces. Voilà. Sachant que l'énoncé ne vous demande pas une grande précision sur les limites. Voilà. Monsieur? Oui. Pour le cas où ça utilise le dispositif, ça va pas plus loin que 180 Hz plutôt? Pardon? Ça va pas pour le cas avec le dispositif actif, ça va Oui. pas plus loin du coup Alors, que oui, 180? mais si on regarde la question, on nous donne seul le dispositif actif et seul le dispositif actif est efficace pour la réduction. Donc, il faut que les oreillettes ne le soient pas. Donc, pourquoi je dis 180? Parce que, vous Ah oui, voyez, d'accord. la courbe 2 et la courbe 1, vous voyez, se longent. Donc, je vois Oui, tout. oui, d'accord. Vous avez compris? D'accord. C'est bon. Oui. C'est parfait. Ok. Très bien. Alors, vous voyez, là, n'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions, c'est encore mieux. Alors maintenant, on nous dit, à la question 2.2, concernant la réduction de bruit, les mesures ayant permis la construction graphique sont-elles conformes à la performance indiquée? Alors, qu'est-ce qu'on nous indique comme performance dans le document? Je regarde, il faut que je change de page. Ici. Voilà. Alors, on regarde la performance. Ah, voilà. On nous dit que la réduction de bruit, on nous dit que ça réduit jusqu'à 20 décibels. C'est ce qui est écrit ici sur la session, donc jusqu'à 20 décibels. Donc, on va regarder si c'est cohérent par rapport à ce que nous dit l'énoncé. Donc, ici, je regarde maintenant l'écart qu'il y a entre la courbe 2, où seul la courbe 2, où c'est les oreillettes seules, et la courbe 3, où c'est le système oreillette plus dispositif actif. Je vois bien que le dispositif actif, il apporte bien une forte diminution entre la courbe 2 et la courbe 3 d'à peu près 20 décibels. Vous les voyez? Si je me mets à 200, par exemple, je me mets à 200 Hz, je vois bien que j'ai à peu près les 20 décibels que dit l'énoncé. Vous voyez, parce qu'à 200, la courbe 2 est à peu près à vue de nez, on voit à 68 décibels, et la courbe 3, elle serait à 47 décibels. On va chipoter. Donc là, je vois que j'ai à peu près les 20 décibels. Les 20 décibels, vous les avez aux alentours de 200 Hz. D'accord? On peut considérer qu'à 300 Hz, on les a à peu près. Entre 100 et 300 Hz, à peu près, on les a. Même 100, 100 on les a plus trop, puisque 100 on est à 52, et pour l'autre on est à 68. Donc ça fait 16 décibels. Donc on peut considérer qu'on a à peu près les 20 entre, on va faire simple, entre 180 qu'on a dit tout à l'heure, et 300. Donc on a cette atténuation de 20 décibels seulement entre 180 et 300 Hz. Donc c'est quand même sur un domaine assez restreint. Le dispositif anti-bruit ne fonctionne en fait que pour les sons graves. Donc, grosso modo, c'est intéressant. On a les 20 décibels de réduction entre 180 et à peu près 300. C'est à peu près ce qu'on voit. Mais on a quand même une réduction qui reste intéressante jusqu'à 700 décibels. Mais les 20 décibels ne sont atteints grosso modo qu'entre, on a dit, 180, on a dit, et 300. Voilà. À peu près ce qu'on peut dire. Donc, concernant, donc, on peut dire, sont-elles conformes? Oui, c'est conforme puisqu'on a bien les 20 décibels de réduction. On nous dit l'énoncé, le fabricant vous dit jusqu'à 20 décibels, et en effet, les 20 décibels sont atteints entre 180 Hz et 300 Hz de fréquence. Donc, je répète. Donc, oui, on retrouve l'indication du fabricant. On a bien une réduction de 20 décibels entre 180 Hz et 300 Hz dû au dispositif anti-bruit. Et comme le fabricant vous dit jusqu'à, donc il n'est pas obligé d'avoir tout le temps en permanence ces 20 décibels. Donc c'est cohérent. Alors ensuite, là on imagine deux trains, on imagine deux sons. Vous avez un train corail, voilà, et vous avez, après, je ne sais plus, vous avez ici, voilà, une discussion dans une pièce.
et on nous dit pour lequel de ces deux environnements le dispositif actif est-il le plus efficace. Donc, on regarde ici. Voilà. Alors, on a dit que le dispositif actif, jusqu'à 700 Hz, ici, seul, il apporte quand même quelque chose, c'est là qu'il est le plus efficace. Donc, ici, donc, je regarde les courbes. Excusez-moi, j'ai un peu perdu la feuille. Oh, ça y est. Ah, je ne sais pas pourquoi. Petit souci, j'ai cliqué sur un bouton. Je reviens. OK. OK. Ça a sélectionné et ça m'embête. Je n'arrive plus. Bon, donc c'est pas grave. Donc on revient au train corail. Donc je vois que le train corail, donc l'amplitude relative, ici, donc je vois que j'ai un maximum de son vers 200 Hz. Alors est-ce qu'à 200 Hz, mon dispositif anti-bruit est efficace? Bah oui, on a dit que c'est même là qu'il y avait quasiment le maximum d'atténuation. Donc visiblement, le dispositif va être efficace pour le train corail. Par contre, ici, là j'ai plutôt un maximum de bruit dans la pièce avec une discussion vers, alors là c'est aussi une échelle logarithmique, donc je vois la graduation 200, on va faire un zoom. Ensuite, vous avez le petit trait de la graduation 300, 400, 500, 600. On peut estimer que le maximum de l'amplitude relative est entre 600 et 700. Et bien là, on voit que c'est moins efficace. Donc, exploiter l'ensemble des trois graphes afin de prévoir dans lequel les deux environnements, le dispositif actif est susceptible d'intervenir plus efficacement, ben, c'est pour le train corail, puisque vous avez beaucoup de fréquences sonores qui sont aux alentours de 200 Hz, et c'est là que le dispositif actif est le plus efficace, comme on a dit auparavant. Vers 600-700 Hz, il est nettement moins efficace. Et je rappelle qu'au-delà de 700 Hz, de toute façon, il n'est même plus du tout efficace par rapport aux oreillettes seules. Voilà. Bon, j'arrive maintenant à la partie 3. Donc la partie 3, donc on va étudier un peu tout ça. Donc on vous dit, vous avez deux enceintes, vous avez un sonomètre, deux enceintes A et B, un sonomètre. Le sonomètre est placé à 2 mètres des enceintes et chaque enceinte envoie un son. Alors on nous dit dans l'expérience A, la fréquence de A 198 Hz, la fréquence de B 132 Hz. Et vous avez un son global que vous relevez à 53 décibels, sachant que seul, c'est-à-dire si vous éteignez B et que vous mesurez uniquement le niveau sonore de A, et bien vous avez 50 décibels. Et là, vous avez 53 plus ou moins. D'accord? Donc, on arrive à la première question. On nous demande les intervalles de confiance associés aux mesures. Ici, permettent-ils de conclure que les valeurs mesurées sont significativement différentes? Alors, pour qu'elles soient significativement différentes, il ne faut pas qu'avec les incertitudes, les intervalles que vous obtenez se chevauchent. Parce que sinon, vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas affirmer que vous êtes sûr qu'un signal, par exemple le signal 2, serait plus fort que le signal 1 si j'avais dans chacun des deux cas plus ou moins 2, par exemple. Si j'avais 53 plus ou moins 2 et 56 plus ou moins 2, je ne peux pas réellement l'affirmer, parce qu'il y a la zone un peu grise. Avec 53 plus 2, ça fait 55, et 56 moins 2, ça fait 54. Donc la zone un peu grise entre 54 et 55 décibels, donc je ne peux pas clairement faire la différence. Mais là, il n'y a pas de souci, parce que l'intervalle 53 plus ou moins 1 ne chevauche pas l'intervalle 56 plus ou moins 1, qui évidemment ne va pas le troisième intervalle 44 plus ou moins 1. Donc les intervalles ici, je vois clairement, ne se chevauchent pas. Donc je peux affirmer ici que les valeurs sont différentes, parce que même avec les incertitudes, les intervalles ne se chevauchent pas. D'accord? Donc à la question 3.1, il faut répondre. Donc les intervalles ne se chevauchent pas, les valeurs peuvent être considérées comme significativement différentes. Voilà. Alors ensuite, on nous demande, je regarde la question suivante, on nous demande, on note I l'intensité sonore associée au niveau L. Pour quelle expérience l'intensité I du son est-elle la somme des intensités des sons issus de chaque enceinte prise séparément? Alors, je rappelle, vous trouverez dans le cours
vous trouverez dans le cours, ici, que si vous avez une intensité totale qui vaut 2i, vous avez donc une augmentation de 3 décibels. Ça, ceux qui iront en passe l'année prochaine, hein, en médecine, je vous conseille de le savoir. Donc, si vous avez deux sons de même intensité, vous les additionnez, le niveau sonore que vous allez obtenir globalement, bah, ce sera le niveau sonore de l'un plus 3 décibels. Autrement dit, deux sons de 60 décibels me font en fait 63 décibels. Donc clairement, celui qui résulte de cette addition pure, c'est le 1. Puisque si j'ai un son de 132 Hz, de 50 décibels, de 50 décibels, avec un son 2 de fréquence 198 Hz de 50 décibels, j'ajoute les deux. J'aurai donc bien 50 plus 3, 53 décibels. Alors, par contre, ça, c'est ce que vous savez du cours. Donc, il va falloir le justifier. Donc, on va poser le calcul. On va dire que si IT, pour I total, hein, si IT égale 2I, si IT égale 2I, alors LT égale 10 log de IT sur I0. Donc, je répète, alors LT égale 10 log de IT sur I0 égale 10 log de 2I sur I0. Et donc, vous allez pouvoir écrire que c'est 10 log de 2 plus 10 log de I sur I0. Donc, je répète, LT vaut 10 log de IT sur I0 égale 10 log de 2I sur I0 égale 10 log de 2 plus 10 log de I sur I0. 10 log de 2, ça fait 3. Et le 10 log de I sur I0, bah, c'est votre L de départ. D'accord? Donc, à la question 3.2, où on nous demande ici pour quelle expérience l'intensité, donc une fois que vous avez fait votre démonstration, donc vous allez écrire que 53, c'est évidemment 3 plus 50, et donc que vous allez prendre l'expérience 1. Donc, c'est l'expérience 1. Alors, qu'est-ce qui différencie l'expérience 1 des deux autres expériences? Eh bien, c'est la fréquence. Et je rappelle que pour avoir des interférences, constructives ou destructives, mais pour avoir ne serait-ce que des interférences, il faut que les fréquences, il faut que les ondes qui se superposent aient la même fréquence. C'est ce qui, vous voyez bien, au niveau de l'expérience 2, vous avez 132 Hz, 132 Hz. Au niveau de l'expérience 3, vous avez 132 Hz, 132 Hz. Donc là, vous avez un phénomène d'interférence. Tandis que pour l'expérience 1, vous avez 132 et 198. Alors vous allez me dire, mais alors comment ça se fait que deux instruments de musique, un violon et un piano, qui jouent la même note en même temps, ne vont pas en fait interférer? Et bien tout simplement parce que la vibration sonore est différente. Parce que pour avoir des interférences, il faut aussi avoir le même type de signal. Mais là, ils sont très prudents parce que comme on a utilisé un GBF, on envoie un signal sinusoïdal. Donc, je vois clairement que dans l'expérience 2 et dans l'expérience 3, il va y avoir des interférences. Et vous voyez, le en phase ou en opposition de phase, ce n'est pas écrit pour l'expérience 1. Là, il n'y a pas d'interférence. Donc, j'ai compris qu'il y avait donc des interférences pour 2 et 3. En phase, donc les interférences sont constructives. Donc, je vais évidemment obtenir une onde encore plus forte. Donc, c'est pour ça que le niveau sonore augmente. Il est passé à 56. Et lorsque je suis en opposition de phase, bah, c'est le principe du casque, là, je vois que le niveau est nettement plus faible. Il est à 44. Voilà. Donc, je regarde exactement la question. Là, j'étais sur la page ici. Donc, je reviens ici. Donc, par comparaison avec les propriétés des ondes électromagnétiques monochromatiques, indiquez quel phénomène physique? Ben, c'est le phénomène d'interférence. Et puis là, bah, vous expliquez, lorsque les interférences sont constructives, l'onde est plus forte. C'est pour ça que le niveau sonore est plus important. Et l'onde résultante est plus forte. Et lorsque les interférences sont destructives, bah, l'onde sonore résultante sera beaucoup plus faible. Donc le niveau sonore, le niveau d'intensité sonore va baisser. Donc à la question 3.3.2, quelle expérience modélise le dispositif actif? Bah, vous, ce que vous voulez, c'est réduire votre bruit.
Donc, c'est évidemment l'expérience 3, puisqu'on veut réduire le go. Alors, j'arrive maintenant, ici, j'espère que je ne vais pas trop vite, j'arrive maintenant au traitement numérique donc, du signal. Donc, on nous dit que le pas de quantification, il peut être calculé par la formule delta U sur 2L. Delta U, c'est la plage de conversion. Qu'est-ce que ça veut dire la plage de conversion? Ça veut dire que, par exemple, vous avez un signal qui va aller de 5 volts, de plus 5 volts à moins 5 volts. Là, vous avez une plage de 10 volts. Et 2, bon, vous savez, et N, c'est le nombre de bits. Voilà. Alors, cette formule-là n'est pas à connaître, hein, elle sera rappelée dans les exercices. Et on nous dit, à l'aide des graphiques SICON, calculer la fréquence d'échantillonnage et estimer la valeur du pas de la quantification. Alors, pour avoir la fréquence d'échantillonnage, il faut évidemment la période d'échantillonnage. Alors, qu'est-ce que c'est que la période d'échantillonnage? C'est écrit dans le cours du chapitre 14. La période d'échantillonnage, c'est le temps qui sépare, c'est la durée qui sépare, enfin, c'est la durée qui sépare deux échantillons consécutifs. Donc, c'est la durée qui sépare deux échantillons consécutifs, deux prises d'échantillons consécutifs. D'accord? Donc là, on a ici le schéma, on va grossir. Donc, on grossit le schéma de la tension numérisée. Bon, je ne veux pas grossir plus que ça, ici. Et on se met, par exemple, au départ. Je vois que j'ai un point qui se trouve à peu près à moins 0,03 volts sur l'axe des ordonnées. Donc ça, c'est le premier échantillon. Donc j'ai un échantillon ici qui est pris sur le premier carré. D'accord? Donc je compte. J'ai le premier échantillon sur le premier carré, deuxième échantillon sur le deuxième carré, troisième échantillon sur le troisième carré, et ainsi de suite. Quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième. Vous vous rendez compte qu'il y a 10 échantillons de prix en partant de 0 et en allant à 0,005 secondes, c'est-à-dire à 5 millisecondes. C'est-à-dire qu'entre sur 5 millisecondes, 10 échantillons sont pris. D'accord? Donc, je répète, donc vous avez sur 5 millisecondes, on a la prise de 10 échantillons. Alors, évidemment, je ne compte pas l'échantillon de départ. C'est l'échantillon de départ, le 0, sinon vous pourriez me dire entre 0 et 5 millisecondes, il y en a 11 en fait, le premier de départ. Mais je quitte celui de départ. Le 0 n'est pas compris. C'est-à-dire toutes les 5 millisecondes, il y a 10 échantillons qui sont pris. Autrement dit, vous avez 10 TE. Donc 10 TE vaut 5 millisecondes. Donc vous avez TE qui vaut 5 millisecondes divisé par 10, donc 0,5 millisecondes. Donc votre TE vaut 0,5 millisecondes. Donc vous voyez qu'il y a ici, donc vous pouvez dire que 10 TE directement, 10 TE c'est 5 millisecondes, et donc le TE c'est 0,5 millisecondes. Donc quelle est votre fréquence d'échantillonnage? FE c'est 1 sur TE, et donc vous faites 1 sur 0,5 10-3, donc ça fait 5 10-4, donc ça fait 20 000. Je vais vérifier, 0,5 10-3, 1 divisé... Ah non, ça fait 2000, je me suis trompé, c'est 2000 Hz. Ok, votre fréquence d'échantillonnage, c'est 2000 Hz. Je vérifie, 1 divisé par 0,5 10-3. Oui, je me suis trompé, j'ai fait une erreur de calcul mental. Donc, FE, c'est 1 sur TE, c'est donc 1 divisé par 0,5 10-3, c'est donc 2000 Hz. Donc, votre fréquence d'échantillonnage, vous venez de trouver que c'était 2000 Hz. Alors maintenant, on nous demande d'estimer la valeur du pas de quantification. Alors, pour estimer la valeur du pas de quantification, on va se mettre à un endroit assez facile. On va se mettre à 0,055 à 5,5 millisecondes. Je parle en millisecondes, c'est plus simple. À 5,5 millisecondes. Là, vous êtes au 11e carreau, à 5,5 millisecondes. Et vous voyez qu'entre 5,5 millisecondes et 6 millisecondes, vous avez le plus faible écart de tension. Parce qu'il est écrit dans le cours, ici, que le pas de quantification, c'était le plus petit écart de tension que vous avez dans votre tension numérisée. Pour faire simple, c'est la plus petite hauteur de marche. D'accord? Et là, vous allez me dire, monsieur, on va avoir du mal à lire ce qu'il y a entre la tension qu'il y a à 5,5 millisecondes et la tension qu'il y a à 6 millisecondes.
Donc, on ne va pas compter évidemment un pas, on va essayer d'en compter 3. Donc, je vois qu'à 6 millisecondes, j'ai atteint la marche tout de suite suivante. À 6,5, j'ai encore monté, mais après, je reste constant. À 7, je suis encore constant. Et ensuite, à 8, je suis remonté. D'accord? Autrement dit, j'ai 3 P ici qui correspond. Alors, le premier, quand j'étais à 5,5 millisecondes, je suis à moins 0,04 volts. Donc, on est bien d'accord. Lorsque T vaut 5,5 millisecondes, je suis à moins 0,04 volts. Et lorsque votre T vaut ici 8 millisecondes, je vérifie si je suis ici, 6,5, 7, 7,5, 8. À 7,5, lorsque T est à 7,5 millisecondes, vous voyez cette fois-ci, on est à peu près entre moins 0,01 et moins 0,02. On peut donc l'estimer à moins 0,015 volts. D'accord? Mais on nous dit d'estimer la valeur du pas. Donc déjà, c'est bien ce qu'on fait. Donc, je vois qu'il y a un écart de 0,025 volts pour 3 P. J'ai 3 P pour 0,025 volts. Comme on nous dit d'estimer, on va donc dire que P, c'est 0,025 divisé par 3. Donc, ça fait P vaut 0,0083. 0,025 divisé par 3, ça fait 0,0083 volts. Mais c'est une estimation. Donc, on peut l'estimer P à 0,008 volts, puisqu'on nous demande une estimation. Donc, votre pas vaut 8 millivolts. Voilà. Alors, ceux, par exemple, qui pourraient aller au rattrapage, ça fait partie des exercices classiques. On peut demander au rattrapage sur le numérique. On vous donne une tension numérisée, trouvez la fréquence d'échantillonnage et trouvez le pas de quantification. D'accord? Donc, je répète les deux techniques. Vous comptez combien vous avez de périodes d'échantillonnage. Ici, vous n'en comptez pas une, mais vous en comptez 10. Et donc, vous allez, par exemple, entre 0 et 5 millisecondes, on a dit qu'on avait 10 périodes d'échantillonnage, 10 TE. Et donc, on a un TE qui vaut 0,5 millisecondes. Vous faites l'inverse, vous obtenez 2000 Hz. Pour le P, eh ben, vous essayez de trouver un endroit où vous pouvez compter facilement plusieurs pas. Donc, c'est pour ça que je me suis mis à 5,5 millisecondes, donc à 0,0055 secondes, à 5,5 millisecondes, et je compte 3 P. Et là, je vois que 3 P vaut à peu près 0,025 volts. Donc, 1 P vaut à peu près 8 millivolts. Voilà. Alors maintenant, on nous dit la plage de conversion, ce que vous avez utilisé, vous avez une plage de 2 volts. S'agit-il d'un codage sur 8 bits ou sur 16 bits? Eh bien, on va appliquer notre formule. On va donc ici, on nous dit que P, c'est delta U sur 2Z. Donc, je calcule le pas delta U, donc 2, divisé par 2 à la puissance 8. D'accord? Et si vous faites ça, vous allez obtenir à peu près 8 millivolts. C'est-à-dire, c'est la valeur qu'on a obtenue. Vous obtenez exactement 7,8 millivolts. Donc, si n égale 8 bits, P égale 2 divisé par 2 à la puissance 8, c'est à peu près égal à 8 millivolts. Donc, c'est à 8, 10 moins 3 volts, c'est-à-dire à 8 millivolts. Maintenant, si n vaut 16 bits, vous faites 2 divisé par 2 à la puissance 16 et vous obtenez 3,1 10 puissance moins 5 volts. On voit clairement que ce n'est pas ça. Ce n'est pas 3,1 10 puissance moins 5 volts. Donc, clairement, on a fait un codage sur 8 bits. D'accord? Donc, on a fait un codage sur 8 bits. On continue. On nous dit, dans le cas du casque anti-bruit, d'accord, on a dit, c'est codé, là on nous le dit, maintenant la réponse, on nous dit que c'est codé sur 8 bits. D'accord? On nous dit que vous avez 6,4 millisecondes de bruit à une fréquence d'échantillonnage de 20 kHz. Alors là, c'est nettement plus, parce que nous, on avait trouvé 2000. Mais j'espère que je ne me suis pas trompé. Non, mais c'est ça. Donc là, on a considérablement augmenté la fréquence d'échantillonnage puisqu'on est passé à 20 000. D'accord? Alors, on nous demande de calculer en bits ou en octets la taille du fichier associé à cette séquence numérisée. D'accord?
Alors, je rappelle que la fréquence d'échantillonnage, à savoir par cœur, c'est le nombre d'échantillons que vous avez par seconde. Donc là, on vous dit 20 kHz, ça veut dire que vous prenez 20 000 échantillons par seconde. Donc, vous notez bien, fréquence d'échantillonnage, 2 points, nombre d'échantillons par seconde. Ça, c'est à savoir par cœur. Fréquence d'échantillonnage, ça vous donne le nombre d'échantillons par seconde. Nombre d'échantillons par seconde. Donc, vous faites vos 20 000 échantillons, mais chaque échantillon est codé sur 8 bits. D'accord? Donc, vous faites 20 000 fois 8. Mais ça, c'est si ça durait une seconde. Mais ça ne dure que 6,4 millisecondes. Donc, vous multipliez par 6,4 10-3. Donc, ici, votre nombre de données, alors les données, souvent, moi, je les appelle grand N, hein, votre nombre de données, ici, grand N, c'est donc votre fréquence d'échantillonnage, c'est-à-dire vos 20 000 échantillons que vous avez pris par seconde, vous multipliez par 8 bits, et vous multipliez par le temps que ça dure, c'est-à-dire 6,4 10-3. Ça vous donne, ici, 1024 bits. Ça veut dire qu'en bits, votre fichier donc, fait 1024. D'accord? Et en octets, bah, vous faites 1024 divisé par 8. Donc, 1024 divisé par 8, ça vous donnerait 128 octets. D'accord? Donc, je répète la technique. Ça aussi, c'est très important, classique au niveau du bac. Donc, on vous demande donc la taille de votre fichier. Bah, votre taille de votre fichier, vous prenez votre fréquence d'échantillonnage, le nombre d'échantillons que ça vous donne par seconde. Vous multipliez par chaque échantillon est codé sur 8 bits, ici, mais ça peut être 16 bits, 3 bits, ça dépend de la quantification. Donc, vous faites 20 000 fois 8, et vous faites ensuite fois le temps que ça dure. Et là, fois 6,4 10-3. Et donc, vous obtenez 1024 bits, c'est-à-dire 128 octets. D'accord? On nous demande, la fréquence d'échantillonnage remplit-elle la condition de Shannon dans le cadre des traitements des bruits qui sont des sons 2 et 3. Alors, que nous dit Shannon? Il nous dit que pour que votre tension numérisée soit de bonne qualité, hein, il faut que ce soit au moins 2 fois la fréquence la plus élevée de votre signal. D'accord? Là, on nous dit, vous avez une fréquence d'échantillonnage de 20 000 Hz. Ça veut donc dire que, d'après le théorème de Shannon, vous pouvez échantillonner dans de bonnes conditions un signal qui ne dépasserait pas 10 000 Hz, puisqu'il faut au moins 2 fois la fréquence la plus élevée des sons qui figurent dans votre signal de base. D'accord? Donc, ça veut dire que vous pouvez, avec 20 000 Hz d'échantillonnage, bah, vous pouvez échantillonner un son jusqu'à 10 000 Hz. Alors maintenant, il faut se poser la question, ce qu'on étudie, les fréquences les plus élevées, est-ce qu'elles atteignent pas ces fameux 10 000 Hz? Alors, il faut que je regarde ici. On voit là, dans la page, ça doit être la page, je ne sais pas ce quelle page, ça doit être la page 3. Là j'ai le spectre de la discussion dans une pièce. Là, je suis en train de vous mettre. Est-ce que j'arrive aux 10 000 Hz? Ben, je vois bien que non. Je n'ai même pas atteint les 10 000 Hz puisque la fréquence est la plus élevée. Là, je suis à 2000, le trait suivant 3000, 4000. J'atteins même pas les 5000. Donc déjà, pour ce son-là, il n'y a aucun problème. D'accord? Vous pouvez échantillonner sans aucun problème. Là, ça correspond. Regardons pour l'autre. Ben, le train, c'était plus grave encore. Donc, ça va fonctionner forcément. Donc, pour le train, ici, là aussi, j'atteins pas. Ah non. Vous voyez, il y a quand même des sons un peu plus dans les aigus, là. Là, j'atteins pas non plus 10 000 Hz. Donc, ça convient. Donc, dans les deux cas, il n'y a pas de son à échantillonner au-delà de 10 000 Hz. Donc, vous pouvez utiliser 20 000 Hz. Alors, il faut savoir que lorsque vous utilisez, en fait, la fréquence d'échantillonnage que vous utilisez pour les sons classiques des musiques, c'est 44 100. Alors, pourquoi 44 100? Bah, parce qu'il faut être au moins 2 fois supérieur à la fréquence la plus aiguë que vous pourriez entendre, c'est-à-dire 20 000 Hz. Donc, je dois au moins prendre 40 000 Hz. Alors après, pourquoi 44,100? Je pense qu'il y a d'autres raisons. Mais là, je ne pourrais pas vous les donner parce que je ne fais pas de codage de son. Mais il faut au moins être au-delà de 40 000 Hz et ça colle avec 44 100 Hz qu'on utilise de manière classique dans tous les logiciels de numérisation du son. Voilà, on a fini l'exercice. Est-ce que vous avez des questions? Avez-vous des questions? Super. Donc, vous n'avez pas de questions. Alors maintenant,
je vais vous envoyer ce soir un sujet qui est tombé en Antilles-Guyane en septembre 2019, donc un tout frais. C'est un sujet rattrapage et il n'y a pas le corrigé sur Internet. Donc, au moins, il n'est pas sur la Bolycée. Donc, on va le commencer et je vous donnerai tout de suite après la séance, je vous envoie l'énoncé sur vos boîtes mail, hein, comme d'habitude. Donc, je vais le chercher. Il nous reste un quart d'heure. On a bien bossé parce que, honnêtement, on a fait… ce qu'on a fait là, c'est 15 points au bac. Hein. Donc, on a bien bossé. Hein. Donc, je vous donne le sujet. Il arrive, hein, mon sujet, Antilles, le voilà. 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 Alors, je passe directement à la page 2. Voilà, donc ça, c'est le sujet qui est tombé, Antilles-Guyane, donc en septembre 2019. Donc, on a les photos, donc c'est une personne donc, qui fait du skateboard. Voilà. Voilà. Et on regarde l'exercice de physique, donc 11 points. Donc 11 points, hein, c'est 110 minutes. Donc 1h30, 1h40 hein, à peu près. Voilà. Et donc, même 1h50 d'ailleurs. 110 minutes, c'est 1h50. Donc, le sujet est le suivant. Donc, on nous dit que les appareils photographiques numériques permettent de prendre des photographies en mode rafale, c'est-à-dire que l'action du déclencheur va provoquer la prise automatique d'une série de clichés très rapidement, les uns à la suite des autres. Et vous avez un exemple avec donc le skateboarder. Donc, on se propose d'étudier l'utilisation d'appareils photographiques dans le cadre d'une activité sportive. Alors, on nous donne tout de suite une formule. Donc, les objectifs photographiques sont caractérisés par leur distance focale f. Alors, vous, ça vous rappelle des choses si vous l'avez vu en première. Donc, sachez que l'année prochaine, alors j'espère que personne ne va refaire le programme de terminale, évidemment, hein, mais sachez qu'on va refaire de l'optique en terminale l'année prochaine. Donc, on parlera des distances focales. Donc là, on commence avec ce type d'exercice, vous voyez, à préparer la suite. Donc, le diaphragme de l'objectif d'appareil photographique est une ouverture circulaire que l'on peut ajuster le diamètre D. Une autre caractéristique importante des objectifs, c'est le nombre d'ouvertures. Alors, ce nombre d'ouvertures, il figure un peu dans l'activité aussi sur le stockage sur un CD-ROM, j'espère, et un Blu-ray disque. J'espère que vous l'avez regardé. Donc, c'est un nombre sans dimension. Donc, n égale f sur d. Donc, on adapte sur l'appareil photographique l'objectif zoom de distance focale réglable. Donc, on nous demande, première question, pour une distance focale donnée, quelle est l'influence du diamètre? Donc, pour une distance focale donnée, ça veut dire que f est figé. Donc, f est figé. Et on nous demande quelle est l'influence du diamètre, donc de D, sur le phénomène de diffraction. Alors, ici, je vois clairement que le nombre d'ondes, ici, plus votre D il est important, plus le nombre d'ondes diminue. D'accord? Quelle est l'influence du diamètre de diffraction sur le phénomène de diffraction, du diamètre du diaphragme, excusez-moi, sur le phénomène de diffraction? Je commence à être fatigué. Donc, je sais que plus l'ouverture est petite, plus la diffraction sera prononcée. Et donc, en fait, plus le nombre d'ondes sera grand. D'accord? Donc, plus D est petit, plus la diffraction sera importante, et plus N sera grand. Et ça se voit, en fait, de manière implicite dans la formule que vous avez ici. Donc, ici, donc, vous pouvez dire, donc, plus, la question 1.1, donc, plus D est faible, plus la diffraction est importante, plus N est important. Voilà. On arrive maintenant, on nous dit, on éclaire l'objectif à l'aide d'un faisceau de lumière parallèle supposé monochromatique de longueur 560 nanomètres. La figure de diffraction, ici, est observée à la surface d'un capteur. On nous donne la formule en θ, 1,22 lambda sur D. Ça, donc, pour ceux qui iront en prépa ou avec des classes avec de la physique pour les années futures, je vous conseille de connaître cette formule, ce qu'on appelle la tâche d'Airy, ça. C'est-à-dire, c'est ici l'angle de la tâche d'Airy, le demi-angle de diffraction. Ici. Et on nous demande, alors je regarde la question suivante.
On nous demande de recopier le schéma précédent et de faire apparaître les longueurs F, D, R et θ. Alors, je vous laisse le soin déjà de le recopier, ici. Donc, recopiez déjà le schéma. Donc, vous avez une lumière monochromatique qui arrive sur une fente. Enfin, là, c'est pas une fente, c'est un diaphragme circulaire, donc un trou circulaire. Vous avez donc un phénomène de diffraction, c'est-à-dire l'étalement des directions de propagation de l'onde, et vous avez le capteur. Alors, question facile, où est-ce que je mets θ? Bon, bah, θ, bah, c'est l'angle qu'il va y avoir entre la bisectrice, ici en pointillé, et l'un des rayons éloignés. Le rayon plus éloigné, on va prendre celui du haut, de manière classique. Donc, vous allez entre la bisectrice et le rayon en oblique, là, vous avez θ. D'accord? F, qu'est-ce que c'est? On nous dit que F, c'est la distance que vous avez entre le diaphragme et le capteur. Donc, entre le diaphragme et le capteur, vous avez F. Donc, vous avez θ entre la bisectrice et l'angle en oblique qui part vers le haut. Vous avez F entre le diaphragme et le capteur. Vous avez petit d, ben le petit d, c'est l'ouverture du diaphragme. Donc, on va dire c'est l'épaisseur du trou. Donc, vous mettez le petit d là. Et qu'est-ce qu'on nous demandait? Ah oui, le rayon R. Eh bien, vous allez au niveau du capteur, vous faites un R qui part, vous faites une flèche qui part de la bisectrice et qui va jusqu'au sommet, ici jusqu'au rayon, jusqu'au sommet de la figure, c'est-à-dire jusqu'au rayon en oblique. Et là, vous mettez une flèche dirigée vers le haut et ça, c'est R. Voilà, donc je répète, pour que ce soit clair. Vous avez donc F, c'est la distance entre le diaphragme et le capteur. Vous avez D, c'est la largeur du diaphragme. Vous avez R, c'est le rayon de la tâche, donc vous allez entre la bisectrice et le rayon qui va jusqu'en haut, ça c'est votre R. Et vous avez l'angle, le demi-angle de diffraction, qui va entre la bisectrice et le rayon, ici, qui part vers le haut. Voilà. C'est ce que... Voilà, donc on a répondu à la question. Regardons la question suivante. Si je vais trop vite, hein, vous me le dites. Surtout, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Donc, recopier donc, le schéma précédent pour faire apparaître les longueurs. On l'a fait. Donc, θ est assez petit. Alors, tout de suite, dès qu'on vous dit θ est assez petit, tout de suite, vous dites θ égale tangente θ. θ égale tangente θ. Si je regarde ma figure, la tangente, je rappelle, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Le côté opposé s'appelle R, le côté adjacent s'appelle F. Donc, je vois que θ égale tangente θ égale R sur F. D'accord? Et on nous dit ce que vaut θ. On nous dit que θ, ici, diamètre de la tâche des, qui donne le diamètre de la tâche des c'est l'angle de la tâche des Donc, θ, on nous dit que c'est 1,22 lambda sur D. Donc, vous dites θ égale tangente θ égale R sur F égale 1,22 lambda sur D. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande? Donc, vous avez θ égale tangente θ égale R sur F égale 1,22 lambda sur D. Donc, vous voyez clairement que R, c'est 1,22 lambda F sur D. C'est tout à fait ce qu'on nous demande de démontrer. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. Surtout, il ne faut pas s'affoler en se disant « Oh là là, c'est des formules qu'on n'a pas vues dans le cours. » Non. Vous voyez, c'est des techniques qu'on aurait pu voir dans le cours, puisqu'on a vu en fait ce type de technique pour la fente fine. Vous voyez, la question, vous l'avez fait assez facilement. J'arrive à la question 1, 2, 3. Alors, on nous dit, on règle le zoom de l'objectif et le diaphragme de telle sorte que F vaille 50 mm et N vaut 4. C'est un nombre sans dimension, hein, le nombre d'ouvertures. Donc, il va falloir trouver, ici, avec F et N, on doit pouvoir trouver le D, puisqu'on nous dit que, c'était la première question, en fait, N, c'est F sur D. On nous dit que N, c'est F sur D. Donc, je vois que D, c'est F sur N. Donc, N égale F sur D. Donc, D égale F sur N. Donc, je vois ici que F vaut 50 mm et je divise par 4. Ça fait 12,5. Je vérifie, parce que je suis fatigué, mais ça doit faire 12,5. 50 divisé par 4, oui, ça fait sans surprise 12,5.
Mais je n'ai que deux chiffres significatifs, donc ça fait 13 mm. Vous voyez, là non plus, je ne suis pas obligé de convertir. Si je divise des millimètres par quelque chose sans dimension, bah, j'obtiendrai des millimètres. Donc, je suis à 13 mm. En fait, c'est 12,5. Donc, on vient de trouver le D. En déduire la valeur du rayon de la tâche de diffraction. Bon, bah, c'est facile. Il suffit de remettre dans la formule. Puisqu'on nous dit que R, c'est 1,22 lambda F sur D. Donc, je vois ici que 1,22 fois le lambda. Alors, je cherche mon laser. Il a quelle longueur d'onde? Il faut que je retourne sur la page précédente. Je regarde la longueur d'onde. Ici, on nous parle d'une longueur d'onde de 560. OK. Donc, je fais 1,22 fois 560. Évidemment, je le mets cette fois-ci en mètres, hein, donc je convertisse. Donc, 10 moins 9 fois ici F qui vaut 50 mm, donc 50, 10 moins 3. Et je divise par le D qui vaut 13, 10 moins 3. Donc, je répète le calcul. Donc, faites 1,22 fois 560 10 moins 9 fois 50 10 moins 3 divisé par 13 10 moins 3. Ça nous donne 2,7 fois 10 à la puissance moins 6 mètres. Autrement dit, le rayon de la tâche, c'est 2,7 micromètres. 2,7 micromètres de rayon de la tâche. Ensuite, on nous dit, ici, sachant que la largeur d'un pixel est de 4,3 micromètres, on nous demande de comparer la taille des pixels avec la dimension de la tâche de diffraction. Alors déjà, ce qui est bon signe, c'est qu'on est bien dans le même ordre de grandeur, puisque 4,3 micromètres et 2,7 micromètres, donc je suis dans le même ordre de grandeur. Ça a l'air d'être bon. Alors là, c'est le rayon. Le diamètre serait donc de 5,4 micromètres. 5,4 micromètres de diamètre. Donc on voit que la largeur ici du pixel, c'est à peu près votre largeur de la tâche de diffraction. Donc ça veut dire que globalement, votre photographie sera de bonne qualité. Les dimensions sont à peu près du même ordre de grandeur. Donc, vous ne serez pas gêné par la diffraction dans votre photo. Si ça n'avait pas été le cas, on aurait une photo trouble. Voilà. Donc, on peut considérer donc, que les deux tâches ont à peu près la même grandeur. Donc, la photo ne sera pas gênée par la diffraction. Vous pouvez mettre donc la taille des pixels et la tâche et la dimension de la tâche de diffraction ont le même ordre de grandeur. Donc, la diffraction ne va pas gêner la prise de la photo. Voilà. Alors maintenant, on va s'intéresser à la deuxième partie. Pas de questions? Donc là, on nous dit, vous avez une cadence, oh là là, je vais passer trop vite. Vous avez une cadence donc de 9 images par seconde. Vous avez 9 vues. 9 vues. Merci Mathias d'avoir répondu. Merci à tous. Voilà, donc c'est parfait. Donc ensuite, on arrive ici. On va juste faire la question. Au début, on nous demande quel est le nombre de pixels contenus dans une image. Alors, on regarde les caractéristiques de l'image. On nous dit que l'image, visiblement, c'est 8256 lignes et 5500 lignes. Non, je me trompe. C'est 8256 colonnes et 5504 lignes. Je commence à être fatigué. Donc ça, c'est votre nombre de pixels. Donc on nous demande quel est le nombre de pixels. Bon, ça, c'est facile. Il suffit de faire 8256 fois 5504. Le nombre de pixels, c'est 8256 fois 5504. Voilà, est-ce que j'ai fait le calcul? Oui, vous arrivez à 45,4 fois 10 à la puissance 6 pixels.
Donc, ça veut dire que sur une image, donc si vous faites 8256 fois 5504, ça va vous donner 45,4 fois 10 à la puissance 6 pixels. Donc, ça vous donne 45,4 millions de pixels. Une image, 45,4 millions de pixels. On nous demande en déduire la taille de l'image en bits au format RAW. Alors, le format RAW, c'est un format sans compression. Je pense que ça doit être le JPEG, vous le connaissez, c'est avec compression. Voilà, c'est bien précisé, c'est sans compression. Donc, vous allez prendre ici vos 45,4 millions de pixels et vous savez qu'un pixel est codé sur 14 bits. Donc, vous faites 45,4 fois 10 à la puissance 6 fois 14. Et ça va vous donner le nombre de bits pour une image en format RAW. Donc, ça va vous donner 636 fois 10 à la puissance 6 bits. Ça veut dire que votre image, pour la coder, il vous faudra 636 millions de bits. Donc, je répète, vous faites 45,4 fois 10 puissance 6 fois 14 bits, puisque chaque pixel est codé sur 14 bits. Ça vous donne 636 fois 10 à la puissance 6 bits. Ça, c'est pour le format RAW. Pour le format, maintenant, JPEG, c'est le même calcul, sauf que vous multipliez non pas par 14, mais par 8. Donc, vous faites 45,4 fois 10 puissance 6 fois 8, et ça vous donne 363 fois 10 à la puissance 6 bits. Autrement dit, 363 millions de bits, donc mégabits. Donc, vous pouvez écrire 363 mégabits pour le JPEG et 636 mégabits pour le format RAW. Voilà. Bon, allez, je fais encore une question, parce que je vois que c'est 14. Et on a déjà beaucoup bossé. Donc, je rappelle, c'est même plus que ce que je pensais faire. Donc, on nous demande de déterminer la valeur de la durée qui sépare deux prises de vue. Bon, ça, c'est facile. On vous dit qu'il y a 9 images par seconde. Bon, vous faites 1 divisé par 9. Donc, delta T, c'est 1 divisé par 9. 1 divisé par 9, ça fait évidemment dans les 0,1, mais je vais être précis. 1 divisé par 9, et ça vous donne 0,11. 0,11 secondes. Voilà. Bon, je vois qu'on arrive à 15, donc on va s'arrêter là. Moi, ce que je vous propose, donc je vous envoie, là, dans l'heure qui vient, je vous envoie le sujet. Vous allez chercher, pour mercredi, la suite des exercices. Vous me cherchez la fin de cet exercice, et je vous donnerai le corrigé mercredi. Jeudi, c'est le cours d'AP. Donc, je vais prendre en AP sur mes heures de cours le groupe du matin de 9 à 10, puisque ça a bien marché, la visioconférence. Je vais vous faire un cours d'AP de 9 à 10 le matin. Et l'après-midi, je crois que dans l'emploi du temps, c'est de 15h30 à 16h30. Je regarde l'emploi du temps. Je prendrai le groupe de l'après-midi. Monsieur, je crois qu'on aura cours de maths. Ah oui, mais là, moi, je prends mes heures d'emploi du temps. Donc, j'ai envoyé un mail à Monsieur Ponto. Moi, je prends mes heures d'emploi du temps. Il y a un emploi du temps officiel. Le cours de maths, il est quand, Monsieur Ponton? 15h45. Non, je sais plus. Pardon, j'ai pas entendu. Autour de 15h. Autour de 15h. Est-ce que vous pouvez tous être là le matin à ce moment-là, de 9 à 10? Non, le matin, on a allemand. Mais là, je suis sur mes... Ah oui, vous avez allemand. Ouais. Et le cours de maths, il se termine à quelle heure de Monsieur Ponton? Je crois que c'est 16h, je me rappelle plus. Est-ce que je peux tous vous prendre à 16h30? Est-ce qu'il y a un cours de visioconférence à 16h30? Bon, si je ne peux pas tous vous prendre, à ce moment-là, moi, je vais avertir Monsieur Ponton que je récupère mon heure de cours. Hein. D'accord. Parce que c'est mon heure de cours officielle. Donc, voilà. Donc, à ce moment-là, je vous prendrai le premier groupe de 9 à 10 et le deuxième groupe de 15h30 à 16h30, conformément à l'emploi du temps. Voilà. Donc, ça a été satisfaisant cette fois-ci. C'est bon, on peut considérer que ça marche. Oui, oui. Bon, ben voilà, donc c'est parfait. Oui, ça marche. Est-ce que ça vous a plu? C'était pas trop rapide? Non, c'était bien, c'était bien. Non, ça va. C'était bien. Non, ça va, Bon, ça a été. Bon, alors, c'était bien. sur le même principe,
Donc, sur le même principe, donc, je vous verrai donc, jeudi, donc, le groupe du matin donc, de 9 à 10 et le groupe de l'après-midi de 15h30 à 16h30. Ok. On fait comme ça. Sinon, sinon, je suis en train de réfléchir le vendredi après-midi. Est-ce que vous avez de la visio? Ah ben, on a maths aussi. Mais il vous prend tout le temps, monsieur Ponton. Non, il nous prend en fin de semaine, monsieur. Mais vous avez cours de maths quand? Mais on a cours de maths jeudi et vendredi, non? Parce que Pas jeudi. là aussi, le vendredi après-midi, normalement, vous aviez sport. Avant moi, ça, Ouais. j'ai bien C'est pas en connu fait que vous le aviez vendredi, sport. Et après, normalement, vous avez le cours de physique. Mais monsieur, vous savez, les On emplois est du temps, d'accord. on Donc, est monsieur Ponton, vous prend peut-être pendant les heures de sport. On a philo le vendredi après-midi. Il vous prend. Ah oui, c'est vrai, on a c'est- maths le matin. Bon, de toute façon, je ne vais pas vous prendre vendredi soir, ça va être trop tard de 5h30 à 6h30, d'autant plus que je vais avoir un conseil de classe. Donc, ça clôt tout de suite le débat. J'ai un conseil de classe vendredi, donc je ne pourrais pas vous prendre. Donc, je vais vous prendre sur les heures d'après ce jeudi, parce que lundi prochain, c'est férié, hein, c'est le lundi de Pentecôte. C'est pour ça qu'en fait, je Oui, voudrais oui. vous prendre jeudi. Ah ouais, on perd 2 heures. Voilà. Oui, lundi prochain, c'est férié. Donc, et puis après, on mettra en place, parce qu'après, elle arrive de votre conseil de classe, assez vite. Mais Et puis monsieur, on après, a je bien mettrai en continué le place. programme. Ah, le programme, il est fini. Je vous mets au défi de trouver dans le livre des exercices que vous ne pouvez pas faire avec les compétences qu'il y a dans le cours. On a tout fait. Le programme, Et il du est coup, fini. on va faire quoi après? Alors, du coup, on fait quoi? Je l'ai dit, je vais faire 2 groupes. Il y aura des séances pour les personnes qui pourraient se retrouver au rattrapage et des personnes pour ceux et des séances pour ceux qui auront besoin de la physique dans l'enseignement supérieur. Et ceux Et qui je n'ont demanderai pas aux bien. personnes, par exemple, ceux qui font aucun des deux, ça, je Oui, m'attendais à cette question-là, il va falloir que vous choisissiez une séance d'accord, pour que je puisse vous voir de temps en temps. d'accord. Voilà, c'est un peu comme ça. Mais mon idée, c'est de faire plutôt du différencié pour que chacun trouve un peu chaussure à son pied, on va dire. D'accord. Ça ne peut pas vous intéresser. Voilà. Les objectifs vont être différents pour tout le monde. Mais parce que Voilà. monsieur, là, Oui. en juin, normalement, c'était des cours de révision que vous aviez prévus? Si on avait eu cours normal, c'est des cours de révision pour Alors, le bac. si on avait eu cours normalement, moi, j'avais prévu de finir le programme le 20 mai. Je vous l'avais peut-être déjà dit, d'ailleurs. Le 20 Moi, je mai? prévois toujours à la fin à peu près 15 jours 20 de mai révision. ou 20 juin? Donc, nous, on a fini. Nous, là, le programme est fini. La seule chose qui vous manque, c'est les TP. C'est vrai que vous n'avez pas beaucoup manipulé. Le niveau connaissance, vous avez fait le programme. C'est-à-dire que je vous mets au défi, si vous regardez votre livre, par tous les mails que je vous ai envoyés, j'ai essayé de neutraliser des exercices dans à peu près tous les chapitres. Et bien, feuilletez votre livre, vous allez voir, il ne manque rien. Vous avez tout, en fait, pour faire, vous auriez tout eu pour faire votre sujet de bac. D'accord. Voilà, donc, si je puis dire, pour ceux qui auront la malchance, si on peut parler de malchance, d'aller au rattrapage au mois de juillet, toutes les connaissances ont été données, ce qui fait qu'en fait, dans les cours de bachotage, je vais faire que répéter de la RMN qu'on a déjà vu, des fonctions chimiques qu'on a déjà vues, des calculs sur les titrages que vous avez normalement travaillé, et ainsi de suite. Voilà, donc le programme, il est fait. Monsieur, Oui, pour ce qui est du rattrapage, on va passer quelle matière en fait? oui. On passera quelle matière? Bah, c'est vous qui allez choisir. On a choisi Bah, combien? c'est très simple, hein, c'est-à-dire quand vous allez vous allez normalement recevoir une colonne de bac où le jury va vous avoir mis vos notes. Et si vous voyez par exemple que vous avez, j'ai n'importe quoi, 5 en physique et 5 en maths, il est évident que vous avez passé physique et maths au rattrapage. Okay. Il faut passer au rattrapage des notes, vous aurez droit normalement à 2 matières, puisque en fait, vous avez passé les oraux de contrôle. Donc, vous aurez droit, non, si ça se passe comme les autres années, parce que vous savez que notre ministre, il parle cette semaine pour nous dire comment on fait au mois de juin. Donc, on est encore dans le flou. Mais normalement, si ça fonctionne tel que moi, je l'ai compris, vous allez vous retrouver au rattrapage à choisir 2 disciplines. Vous ne passerez pas toutes les matières de votre bulletin. Okay. Et si jamais ça ne marche pas, ou si jamais le jury estime que vous êtes trop loin, il pourra vous proposer, au lieu de vous recaler directement, de passer le bac au mois de septembre.
Parce que vous avez peut-être entendu ça, qu'il est Oui. possible que le jury vous demande de passer le bac au mois de septembre, si vous êtes trop loin. Et d'ailleurs, à mon avis, si vous ratez les oraux de rattrapage, vous aurez une session de rattrapage en septembre. Si j'ai bien compris comment ça fonctionne, parce que vous savez, moi, je suis comme tout le monde et j'attends qu'on me donne des consignes. Voilà. Pas d'autres Merci. questions? Non, Voilà. merci. Bon, ben voilà. Donc, je vous dis a priori, donc je vous envoie là d'ici une petite heure le sujet. Et donc, ben, je vous dis a priori à jeudi. À jeudi. Allez, monsieur, au revoir. Allez, au revoir. Oh. Au revoir, à jeudi. Au revoir, à jeudi.